Alors, bon, le premier épisode, là, qui parlait de causalité, a suscité pas mal de débats. C'est une question très philosophique, finalement. Donc, ça déchaîne un peu les passions. Peut-être que le second épisode, où on va parler d'expertise, va déchaîner également les passions, c'est possible. Dans ce second épisode, on va parler d'expertise, parce qu'on pense qu'en fait l'expertise, elle est présente partout, même quand on fait de l'expérimentation. Donc quand on fait de l'expérimentation, une approche très rigoureuse, très carrée, on randomise, on fait des répétitions, enfin, comme Emmanuel et Florent ont pu vous l'expliquer. Mais même quand on fait de l'expérimentation, on pense que l'expertise est présente. Elle est présente au moment où on conçoit l'expérimentation. Il faut choisir quels sont les facteurs importants à contrôler, quels sont les facteurs moins importants qui vont se retrouver quantifiés par, qu'on va randomiser. L'expertise est présente à différents moments de la conduite de l'essai, elle est présente quand on communique les résultats, enfin c'est présent finalement tout au long de la vie d'une expérimentation. Et puis l'expertise, c'est une source d'information. Et donc ça fait quelques temps, quelques années à Arvalis qu'on s'intéresse à la façon de formaliser l'expertise, d'une part pour la rendre plus transparente, parce que si elle est présente et qu'on l'utilise même quand on fait l'expérimentation, je pense que c'est bien que ce soit fait de manière transparente. Et puis aussi parce que les experts, ils ont des connaissances. Et on a cherché à mettre en œuvre des approches qui permettent de formaliser ces connaissances de manière à pouvoir les utiliser par la suite. Et donc on va vous présenter deux approches différentes. La première approche, ça s'appelle l'élicitation probabiliste. Et la deuxième est une approche basée sur la mise en œuvre d'un modèle statistique qu'on appelle le réseau bayésien. Et pour chaque approche, il y aura une petite introduction théorique et puis il y aura un témoignage. Et ce témoignage, ce sera l'application de la méthode sur un cas concret. Et au cours de ces témoignages, on verra un petit peu comment ça se passe et puis les témoins pourront évoquer les avantages, inconvénients, difficultés liées à ce type d'approche pour formaliser les connaissances, c'est-à-dire d'experts. Alors, je commence par une introduction donc un peu théorique sur ce qu'on appelle l'élicitation probabiliste. Voilà. Je commence par une définition que je vais lire avec vous. Alors, ce qu'on appelle l'élicitation, donc c'est un processus, une démarche qui permet de formaliser la connaissance d'un ou plusieurs experts. Donc, on peut éliciter un groupe d'experts sur une ou plusieurs quantités incertaines. Alors, on appelle ça aussi parfois des paramètres incertains. Et le résultat est une distribution de probabilité. Alors, cette approche d'élicitation probabiliste est beaucoup utilisée dans certains domaines, comme en médecine, en sécurité alimentaire, en économie et finance, dans l'industrie nucléaire, etc. Beaucoup de domaines où il n'y a pas forcément beaucoup de données, en fait. Et la connaissance repose beaucoup sur l'expertise. Alors, il se fait que c'est moins utilisé en agronomie, mais de plus en plus malgré tout. Et on pense qu'il y a un intérêt à utiliser ce type d'approche, même en agronomie, même dans les situations, même dans les cas où il y a des données, il y a de l'information apportée par les données. Pour concrétiser les choses, je vais prendre un exemple réel, donc arvalisien. Il est intéressant pour les organismes collecteurs d'anticiper, de prévoir la récolte le plus tôt possible. Parce qu'ils ont besoin de gérer leur stock, ils ont besoin de se positionner sur les marchés, etc. Et donc, idéalement, il faudrait prévoir au moins 15 jours avant la récolte quel sera le rendement. Alors ici, c'est le rendement du blé tendre à l'échelle d'un département. Et donc, depuis quelques années, on a mis en place à Arvalis un produit qui permet de prédire le rendement à la récolte à l'échelle départementale à l'aide de modèles agroclimatiques, mais également basés sur l'expertise.
Et donc, par exemple, en 2018, donc 15 jours avant la récolte, on a interrogé les experts du département des Ardennes et on leur a demandé, bon, à ton avis, enfin, le ou les experts, je ne sais plus s'il y en avait plusieurs, à ton avis, quel sera le rendement du département 08 en 2018? Et ce qu'on demande à l'expert, en fait, c'est, il aurait pu fournir un chiffre, il aurait pu nous dire 70 quintaux, 75 quintaux. Mais bien évidemment, le rendement réel du département des Ardennes en 2018, c'est une quantité unique, mais inconnue, 15 jours avant la récolte. Et les licitations probabilistes a pour but de quantifier l'incertitude de l'expert sur la valeur qu'il va nous proposer. Et donc, ce qu'on demande à l'expert, ce n'est pas une valeur unique, mais c'est une distribution de probabilité. Un ensemble de valeurs possibles, avec pour chaque valeur un poids associé à chaque valeur, qui rend compte de la probabilité que cette valeur-là soit la vraie valeur. Donc voilà, l'expert, ce qu'il va nous faire, c'est un dessin de ce type-là. Il va nous dessiner une distribution. Donc vous avez en abscisse les rendements possibles pour le rendement des Ardennes en 2018 et en ordonnée une probabilité. Et donc selon notre expert, là, il juge que voilà, le vrai rendement du département 08 en 2018, il est probablement dans cette fourchette-là. Il est possible qu'il se situe dans cette zone-là, mais c'est moins probable. Et toujours selon l'expert, il est tout à fait impossible, improbable, que le vrai rendement soit dans cette zone-là. Bon, alors ce qu'on demande à l'expert, en fait, c'est, une fois qu'il a fait son petit dessin, qu'il a en fait produit une distribution empirique, on lui demande d'ajuster une loi théorique à sa distribution empirique. Donc il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a des outils qui permettent de proposer à l'expert différentes lois théoriques, et puis l'expert, lui, il doit retenir celle qui correspond le mieux à sa connaissance, à la connaissance qu'il a du paramètre incertain. Alors pourquoi on fait ça? Parce que en fait, quand on utilise l'expertise dans nos applications, il est plus facile de manipuler une loi théorique connue que la loi empirique de l'expert. Alors, on peut interroger deux experts sur on peut poser la même question à deux experts différents. Donc ici, on a interrogé deux experts sur le rendement du département 08 en 2018, et puis voilà, les deux experts n'ont pas tout à fait le même avis. L'expert rouge nous propose une distribution qui est relativement étroite, donc il est assez sûr de lui, et l'expert bleu nous propose une distribution qui est beaucoup plus large, donc il est un peu moins sûr, il a moins de connaissances du phénomène d'intérêt. Bon, les deux experts sont très contents de ce qu'ils ont produit, et puis ils ont peut-être raison de l'être, mais ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon expert? Qu'est-ce qu'on attend d'un expert quand on lui demande d'éliciter une quantité incertaine? Eh bien, on attend en fait deux choses d'un expert. On attend que sa distribution elle soit informative, elle est d'autant plus informative qu'elle est étroite. Si elle est étroite, ça veut dire que l'expert pense que la vraie valeur se situe dans une gamme de valeurs très, très, très faible, et donc c'est très informatif. À la limite, un expert qui n'est pas expert du tout va proposer une distribution tout à fait plate, voilà. Qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc l'expert, il dit, toutes les valeurs sont possibles avec la même probabilité. Donc ça, un expert de ce type-là, il n'est pas du tout intéressant parce qu'il n'est pas du tout informatif. Donc ça, c'est la première chose qu'on attend d'un expert. La deuxième chose qu'on attend d'un expert, c'est également que la distribution reflète fidèlement le niveau de connaissance de l'expert. Il ne faudrait pas que l'expert rouge soit un peu trop optimiste et qu'en réalité, la vraie valeur puisse être tout à fait en dehors de la distribution qu'il fournit. Et de la même façon, il serait dommage que l'expert bleu il soit un peu trop pessimiste et qu'en réalité, il ait plus de connaissances que ce qui n'est formalisé au travers de sa distribution. Donc ce qu'on attend d'un expert, c'est que sa distribution soit informative, la plus étroite possible, mais qu'elle reflète également, fidèlement, son niveau de connaissance. Et pour ce deuxième point, on va dire qu'il faut que l'expert soit bien calibré.
Donc ça veut dire que si on imagine interroger un expert sur 100 quantités incertaines, qui va fournir 100 distributions, pour chaque distribution, on peut calculer un intervalle de crédibilité, donc ça veut dire un intervalle qui a 95 chances sur 100 de contenir la vraie valeur, selon l'expert. Sur les 100 quantités incertaines, il faut que la vraie valeur soit comprise 95 fois sur 100 dans l'intervalle de crédibilité à 95% de l'expert. Ça, c'est un expert qui est bien calibré. Et si c'est le cas, du coup, on pourra valoriser l'information à dire d'expert parce qu'on connaît sa précision. Voilà pour cette rapide introduction un peu théorique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Laure et Pascal qui vont vous présenter une application de cette approche-là sur un problème de désherbage. Bonjour à tous, je mets le partage d'écran. Vous devez voir normalement le diaporama. C'est tout bon, Anna. Oui, ok, très bien. Écoutez, merci à l'équipe Stade de nous avoir proposé de témoigner dans le cadre de cette journée. On va témoigner à deux voix avec Pascal Méteil, d'Arvalis également, dans le cadre sur la façon dont on a mobilisé les licitations probabilistes d'experts dans le cadre d'un projet CASDAR, le projet CASDAR InnovaB, en mai 2016, appliqué à des essais systèmes de culture. Donc à l'époque, en 2016, si je ne me trompe pas, on commençait tout juste au niveau d'Arvalis à parler des licitations d'experts et on avait envie de se frotter à ça pour voir ce que ça donnait et commencer à se forger une expertise. Ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques mots pour décrire l'étude et les raisons qui nous ont amenés à faire cette élicitation. Pascal vous décrira ensuite concrètement comment s'est passée les licitations d'experts. Et puis, on vous donnera humblement, en quelques mots, ce qu'on a tiré, nous, de cette élicitation d'experts pour cette étude, et plus globalement, ce qu'on voit comme intérêt à faire de l'élicitation d'experts pour Arvalis. Alors, donc ce travail d'élicitation a été conduit avec l'appui d'une stagiaire de son équipe, Camille Frottier, en 2016. Oui. J'entends quelqu'un. Vous voyez ma diapo qui est passée? Oui, c'est bon. Non, ouais, je sais pas, il y a eu une petite interférence. Bon. L'objectif de l'étude, c'était d'évaluer les performances de systèmes de grande culture biologique en lien avec la maîtrise des adventices, en réalisant une analyse transversale, c'est-à-dire multisite, et pluricritère, dans l'objectif d'obtenir des résultats qui soient le plus possible extrapolables à d'autres systèmes de grande culture biologique français. C'est un travail qui se positionnait à l'échelle du système de culture, du coup. Florent en a parlé rapidement comme étant une échelle sur laquelle c'est difficile de se baser sur des expérimentations qui croisent tous les leviers, voire impossible. L'objectif de cette étude, c'était de réussir à prendre en compte la stratégie de gestion des adventices dans son ensemble, qui combine du coup un certain nombre de leviers, qui est mise en place sur des grandes parcelles agricoles et qui est étudiée sur plusieurs années. Donc pour cette analyse, on s'est basé sur des données issues du réseau d'expérimentation Rotabé que je vous ai présenté au niveau de la carte de la diapo, qui rassemble 9 dispositifs expérimentaux très différents, certains dispositifs à la fois dans les systèmes de culture qui sont testés, chaque système de culture est adapté à un contexte, et dans les dispositifs expérimentaux qui sont mis en œuvre. Sur certains dispositifs expérimentaux, il y avait plusieurs systèmes de culture qui étaient testés les uns à côté des autres. Sur d'autres, il n'y en avait qu'un seul. Certains ont des répétitions du même système de culture, d'autres n'en ont pas, etc. Donc, pour cette analyse, vous comprenez qu'il y avait de nombreuses interactions entre leviers, sans possibilité d'isoler l'effet d'un levier par rapport aux autres, plus également un effet site et un effet année qui peuvent être forts. Alors,
Dans cette étude, il y avait 3 volets. C'est le deuxième volet sur lequel on se concentre aujourd'hui et dans lequel on a mobilisé les licitations d'experts. Ce volet avait pour objectif d'identifier les facteurs explicatifs de ces performances ou de ces contre-performances, que ce soit des éléments de contexte ou des pratiques. Donc, pour répondre à cette question, en amont du recours à des analyses statistiques plus classiques, on a introduit les licitations d'experts. Simplement, ne croyez pas qu'on a simplement utilisé les licitations d'experts pour répondre à cette question. Donc, on l'a abordé déjà, mais c'est important de bien l'avoir en tête. Donc, on se positionne en approche système pour laquelle les interactions sont multiples. On ne peut pas isoler l'effet d'un facteur. Et on avait travaillé à l'époque avec François Pirot qui nous avait vraiment mis en garde contre ces risques de confusion d'effets. Le risque de penser que les performances sont liées à un facteur alors qu'elles sont peut-être liées à complètement autre chose. Donc, il nous avait conseillé de ne pas foncer tête baissée dans l'analyse et de formaliser l'expertise en amont de l'analyse des données. Typiquement, les risques, c'était, on voit une bonne maîtrise des adventices dans des rotations avec des cultures de printemps, mais la plupart des cultures de printemps sont binées. Alors, est-ce que c'est lié au binage ou est-ce que c'est lié aux cultures de printemps où il y a un site au niveau du réseau Rotabé qui a des problèmes de battance, et c'est aussi le seul site où le système de culture teste un système de culture sans labour. Donc, est-ce que la mauvaise maîtrise des adventices sur ce site est liée à la battance ou à l'absence de labour? Donc, le risque de regarder les données sans expertise peut nous faire dire que la mauvaise maîtrise des adventices est liée à un problème de battance, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'objectif de mobiliser les licitations d'experts ici avait été du coup de 2 ordres. D'une part, distinguer les corrélations dues à un lien de causalité de celles qui sont dues à des confusions d'effets. Et puis aussi de hiérarchiser les facteurs, a priori, les plus importants dans la maîtrise d'adventice. On espérait aussi à l'époque que ce travail nous permettrait d'enrichir l'expertise initiale avec de nouvelles connaissances qui proviennent des données des expérimentations, de manière à avoir un modèle encore plus robuste de prédiction des risques. Donc c'est l'approche bayésienne. On y viendra dans un dernier temps. Pascal. Du coup, moi, oui, bonjour à tous. Comme l'a dit Anne-Laure, je vais présenter plus comment ça s'est déroulé concrètement le jour J, comment ça s'est passé cette élicitation. Donc le jour J, c'était une grosse journée bien chargée qui a mobilisé 7 experts et 2 animateurs autour d'une même table. Donc les 7 experts qu'on avait invités pour qu'ils puissent être élicités sont Alain Rodriguez, Jean-Luc Verdier, Lionel Jouy, Catherine Vacher, Anne-Laure, moi-même, et puis Camille Frottier qui réalisait son stage sur ce sujet-là. Et la journée était animée par François et Emmanuel pour nous apporter leur connaissance dans la façon de mener une élicitation d'experts. Donc sur cette journée-là, d'abord, il y a eu une première phase très importante qui était d'expliquer la démarche, comment allait se passer la journée, quels critères on allait éliciter et quelles étaient nos hypothèses d'élicitation. On va les détailler un petit peu plus. Ce qu'on appelle les critères à éliciter, pour nous, c'était la densité d'adventices, soit totale, soit divisée entre vivaces et annuelles selon les pratiques à tester. Et plus précisément, c'était par combien cette densité d'adventices peut être multipliée selon les pratiques qu'on met en place. Et donc, il a fallu déjà définir ce critère et ensuite, il a fallu bien se mettre d'accord sur les hypothèses de départ. C'est-à-dire dans quel contexte on cherche à évaluer notre densité d'adventices. Et on s'est tous bien mis d'accord qu'on cherche à évaluer un effet moyen à l'échelle de la France et pas la variabilité qui est observée sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à dire ce que ça peut donner dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, mais bien en moyenne. Et ça, c'est un point qu'il nous a fallu répéter très souvent. Ensuite, on dit bien qu'on s'intéresse à l'effet à moyen-long terme, donc l'effet des pratiques sur 5-6 ans. Et enfin, dans quelle situation est-ce qu'on met en œuvre le changement de pratique
Donc là aussi, il fallait bien borner les hypothèses de départ. Donc on a statué qu'on partait d'un système en bio qui fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'a pas de problème majeur d'adventice. Il y en a, mais elles ne sont pas, pas avec un problème spécifique et avec une flore classique aussi, et pas une seule espèce qui domine et qui pose un problème précis. On part du principe que les pratiques qu'on introduit, donc sur lesquelles on veut voir l'effet sur la densité d'adventice, sont introduites dans des bonnes conditions et qu'elles sont, enfin, que la mise en œuvre est faite correctement. Puisque évidemment, ça change tout entre quelque chose qu'on fait dans des mauvaises conditions ou quand on se donne les moyens de le faire réussir. Et enfin, on a décidé qu'on gardait la même stratégie globale pour tout le reste de la conduite du système. Donc, c'est vraiment, on s'est placé un peu dans le cas toutes choses égales par ailleurs. On fait bouger une pratique. Qu'est-ce qu'on pense à dire d'experts que ça va avoir comme impact sur la gestion des adventices? Ça, c'était les hypothèses qu'il nous a fallu bien valider au début. Et ensuite, il a fallu aussi se mettre d'accord sur la question qu'on allait poser et sur la liste des pratiques dont on voulait liciter l'effet. Donc la question, elle a été formulée comme ça, c'est par combien multiplie-t-on en moyenne la densité d'adventice totale, ou parfois on a distingué, quand on introduit l'une des pratiques suivantes. Et donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, on a été obligé de répéter à chaque fois dans la question qu'on parlait bien de la densité d'adventice moyenne, parce que spontanément, on avait toujours envie d'aller vers les situations un peu extrêmes. Et donc c'était important de bien se rappeler les règles du jeu régulièrement. Et ensuite, on s'est mis d'accord sur les pratiques à éliciter. Donc, ces pratiques, on les avait déjà un peu préparées en amont et puis on a affiné tous ensemble. Donc, on avait décidé de tester qu'est-ce qui se passe quand on déséquilibre la rotation, soit en augmentant la proportion de cultures d'hiver, soit en augmentant la proportion de cultures d'été, en partant du principe qu'on part d'un système où il y a autant de chacune des deux cultures. Qu'est-ce qui se passe quand on diminue la fréquence du labour? Et là, on a jugé au cours de la journée qu'il était nécessaire de distinguer les vivaces par rapport aux autres adventices. Pareil sur la pratique d'abandon du labour, donc passage au non-labour. Ensuite, on a voulu éliciter aussi la question de la multiplication des adventices quand on introduit une culture pluriannuelle. Et là, c'est pareil. Au départ, on avait identifié uniquement la question introduction d'une culture pluriannuelle. Puis en présentant les pratiques à l'ensemble des experts, ils nous ont dit attention, selon si la culture pluriannuelle elle est en place pendant 2 ans ou 3 ans, on n'aura pas le même résultat. Donc pour une meilleure lisibilité de nos résultats, on a préféré scinder la question en 2. Et ensuite, on a testé aussi l'introduction d'une culture intermédiaire, l'intensification du désherbage mécanique et l'intensification du travail du sol en interculture. Donc une fois qu'on a eu bien défini nos hypothèses, nos quantités à éliciter, quels sont nos critères, nos questions à poser, on a pu enfin passer au vif du sujet. Enfin, quand je dis ça, c'est un petit peu faux parce que tout le début est quand même super important. Mais donc ensuite, pour chacune des questions, donc pour chacune des pratiques, on a conduit les licitations en 4 étapes, c'est-à-dire définir les bornes. Ensuite, chacun trace sa courbe de probabilité individuelle, comme a montré François. Après, on partage toutes les courbes individuelles et on construit ensemble une courbe collective. Donc, la journée des licitations, c'était au total une journée de travail complète bien chargée pour 7 experts et 2 animateurs, donc 9 personnes. Et voilà, j'attendais cette diapo qui montre les différentes étapes de la journée. Donc, pour l'exemple d'une question, là, c'est l'exemple de par combien multiplie-t-on en moyenne la densité d'adventice totale, donc vivace comprise, quand on introduit une culture pluriannuelle de 3 ans. Donc, premièrement, on a défini tous ensemble les bornes. On était d'accord que dans le cas de l'introduction d'une culture pluriannuelle, au mieux, ça n'aurait pas au pire, ça n'aurait pas d'effet. Au mieux, ça allait permettre de réduire la densité d'adventice par 5. Donc, que les bornes, c'est entre 0,2 et 1. Ensuite, chacun a pu faire sa propre courbe individuellement. Et c'est le graphique qu'on a à gauche où on voit les courbes tracées par chacun des experts. Et là, c'est vraiment sans concertation, tout seul. On ne se parle pas pendant 5 minutes. On trace chacun notre courbe individuellement.
avec, comme l'a dit François, il y a un outil qui nous aide à la tracer. Et ensuite, une fois que tous les experts ont validé leur courbe individuellement, ça s'affiche au tableau, donc on voit ce graphique commun. Et là, c'est la phase de débat qui commence pour argumenter. Celui qui a fait, par exemple, la courbe noire, qui est très étroite et très haute, va argumenter pourquoi lui pense que le maximum est là et qu'il est sûr que c'est assez resserré, alors que d'autres vont avoir un avis un peu différent. Et à la suite du débat, on construit la courbe de droite, qui est l'élicitation commune, et qui n'est pas la moyenne des courbes précédentes, mais bien un compromis fait par les différents experts tous ensemble. Donc s'il y en a un qui est vraiment, qui est très sûr de lui, très convaincant, il va peut-être faire amener la courbe beaucoup plus vers ce que lui a présenté que les autres. Tout dépend comment chaque expert se sent sûr de lui, argumente et aussi change d'avis par l'argumentation avec les autres parce qu'ils avaient oublié un élément ou quoi. Donc cette phase de construction de la courbe commune est très riche parce qu'elle oblige à expliciter nos raisons. Et elle nous permet ensuite, sur la base de cette courbe commune, de construire le graphique que vous avez maintenant à l'écran qui montre pour chacun des critères élicités quel est l'effet moyen attendu. Donc c'est le sommet, le centre de la courbe de Gauss. Et quel est le niveau d'incertitude, c'est-à-dire est-ce qu'on a une courbe très étroite ou très large. Et puis on a coloré en rouge ou bleu selon si c'est une pratique qui va augmenter ou diminuer la densité d'adventices pour faciliter la lecture. Et on voit qu'il y a certaines pratiques, comme par exemple l'absence de labour, qui vont avoir sans doute des effets très importants, puisqu'ils sont quand même globalement sur la droite du graphique, mais où l'incertitude est assez forte. On a du mal à quantifier très précisément l'effet. On sait dire qu'il sera important, mais est-ce qu'il sera de 2,5, de 3, de 3,5 ou de 4 ? On a un peu du mal à le savoir. Alors qu'à l'inverse, par exemple, sur les cultures pluriannuelles de 2 ans ou sur l'augmentation des passages en interculture, on est capable l'incertitude est beaucoup plus faible, on est capable de mieux cerner l'effet qu'il va avoir. Par contre, on est aussi tous d'accord pour dire que l'effet est relativement faible. Donc ce graphique-là nous permet de hiérarchiser les facteurs qui nous semblent les plus importants ou les moins importants, et aussi d'identifier sur lesquels on est relativement sûr de nous, et ceux sur lesquels on se pose encore beaucoup de questions, et donc il y a sans doute besoin de plus d'essais et de choses pour arriver à être plus précis. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le jour J. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme ça sans avoir préparé bien en amont. Et donc les étapes de préparation nous semblent super importantes pour éviter un certain nombre de risques. Donc première étape, c'est d'identifier quels experts on va éliciter. Et là, c'est très important de choisir des experts déjà qui sont compétents sur le sujet, ça je pense que tout le monde y pense, mais qui vont aussi bien représenter la diversité des situations qu'on veut représenter justement. C'est-à-dire que avoir par exemple, pour les adventistes, il y a un effet géographique qui est très fort, donc avoir des experts capables de parler pour certains de la partie sud de la France, d'autres de la partie nord de la France ou de toute la France, c'est important. Et on s'est rendu compte souvent qu'il y avait des divergences entre les experts qui étaient plus au sud ou plus au nord de la Loire, par exemple. Et puis qu'ils soient aussi experts sur les situations qu'on va cibler, sur les critères précis qu'on veut regarder. Ensuite, une fois qu'on a identifié les experts, il faut aussi être très rigoureux sur la façon d'identifier les variables qu'on veut éliciter, puisque ça conditionne énormément notre graphique final. On décide au départ qu'est-ce qu'on va éliciter, mais à la fin, s'il y en a une qu'on a oubliée, on ne la verra pas dans le graphique, alors que c'était peut-être la plus importante de toutes. Donc là, il faut faire attention. Et nous, par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a ciblé beaucoup sur les critères, enfin les pratiques individuelles, et on n'a pas du tout mis de questions sur des combinaisons de pratiques, alors que dans certains cas, il y a des pratiques qui sont toujours amenées ensemble. Comme Anne-Laure le citait tout à l'heure, par exemple, quand on augmente la proportion de cultures de printemps, en règle générale, on augmente aussi le binage parce qu'on a des cultures plus faciles à biner. Donc il y a des choses, des fois, il aurait été intéressant de voir l'effet de pratiques qui sont souvent mises en place ensemble, ou à l'inverse, des pratiques antagonistes, est-ce qu'une va compenser l'autre ou pas? Ou des pratiques qui vont dans le même sens, est-ce que
l'effet de l'introduction des deux pratiques simultanément sera la somme de chacune ou sera encore un autre résultat. Voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas pensé à éliciter et qui sont quand même des questions qui auraient mérité de l'être. Donc l'identification des variables au départ est un point important. Et enfin, dernier point, c'est de faire une recherche biblio en amont qui va permettre à la fois d'identifier les variables à éliciter et d'éviter d'en oublier. Et puis, il est conseillé aussi que cette biblio elle soit lue par un peu tous les experts pour qu'ils aient aussi un socle commun d'expertise qui soit partagé en amont. Donc c'est un point important et c'est aussi un point qui prend du temps dans la préparation. Puisque ça, c'est quelque chose sur lequel je crois que Camille a passé beaucoup de jours, environ 2 jours rien que pour sélectionner la biblio, et puis 2 jours pour le reste de la préparation qu'elle a fait. Et puis au cumul, tous les experts et animateurs ont passé aussi 2 jours sur la préparation. Sachant que comme c'est écrit, c'était la première fois pour nous tous, donc on a essayé de s'appliquer au maximum. Et forcément, c'était la première fois, donc on a aussi des choses qu'on n'a pas forcément fait exactement comme il aurait fallu, puis qu'on s'en rend compte après avec le recul. Alors, en termes de bilan par rapport à cette étude, avant tout, ça nous a permis d'avoir un regard critique sur les sorties statistiques du jeu de données, qui ont été faites ensuite en réalisant des analyses classiques, ACM notamment, et ça nous a permis aussi, vous l'avez vu à travers le graphique avec les pastilles rouges et bleues, de hiérarchiser a priori avec l'expertise les leviers les plus importants en termes de maîtrise des adventices. On espérait, on vous l'a mentionné au départ, en contrepartie gagnante de pouvoir renforcer l'expertise initiale existante avec les informations supplémentaires apportées par les données. On a donc essayé de construire, donc c'est ce qu'on va vous présenter juste pour terminer, un modèle de prédiction d'un risque adventice avec l'appui de François Pirot, en combinant du coup pour chaque levier expertise et données issues des expérimentations. Donc on vous a mis ici 2 sorties graphiques pour 2 leviers différents, l'intensification du désherbage mécanique et la suppression du labour. Et on a 3 courbes sur chaque graphique. La courbe bleue correspond à la sortie du coup issue de l'élicitation probabiliste d'experts. La courbe rouge correspond aux informations apportées par les données. Et la courbe noire correspond à la combinaison des deux. Donc c'est la sortie du modèle qui combine à la fois données et expertise. Ce qu'on voit assez facilement, c'est qu'au niveau du désherbage mécanique, la courbe noire, donc la combinaison des deux, semble plutôt bien combiner à la fois expertise et jeu de données, chacun ayant son poids apportant quelque chose dans la courbe finale retenue, la courbe noire. Donc on peut se dire qu'avec les données issues de l'expérimentation, probablement, on arrive à renforcer l'expertise initiale sur l'effet de ce levier sur la densité moyenne d'adventistes France. Par contre, dans le cadre du graphique en dessous, sur l'effet de la suppression du labour, je vous ai dit en introduction qu'il n'y avait qu'un seul site qui n'en faisait pas. Tous les autres pratiquent le labour dans les stratégies qui sont mises en place. Donc on voit ici très clairement que la courbe noire se superpose quasiment à la courbe bleue, ce qui montre que le jeu de données issu des expérimentations n'était pas suffisant pour apporter des informations supplémentaires à l'expertise initiale. Et ça a été le cas pour un grand nombre de leviers qui ont été élicités ici. En fait, pour réussir à combiner expertise et jeu de données dans une approche bayésienne, il aurait fallu un jeu de données plus important. Plus globalement, quels intérêts pour Arvalis vu de notre petite fenêtre? Donc, en lien avec ce qu'on a fait, ça nous amène à confirmer l'intérêt d'utiliser cette approche pour aider à identifier la part explicative de différents facteurs en interaction. Ce qui est particulièrement intéressant en approche système pour comprendre les facteurs déterminants de performance des systèmes qui sont étudiés, puisque l'expérimentation ne le permet pas.
Au-delà de cet élément-là, on se dit qu'il y aura un intérêt à tester du coup cette expertise, cette élucidation d'experts pour aider à quantifier l'effet de combinaison de leviers. Alors ça, on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler au niveau d'Arvalis et au niveau collectivement de la recherche et du développement. Il y a un vrai besoin d'évaluer les effets de combinaison de leviers et probablement que l'élucidation d'experts peut nous y aider. Et puis, plus généralement, cette élucidation d'experts, on s'est aussi rendu compte qu'elle était vraiment intéressante pour construire, pour formaliser, pour transmettre une expertise sur un sujet complexe. Par exemple, sur certaines pratiques un peu controversées, on peut se dire que ce travail d'élucidation va nous permettre de partager un état des connaissances, de faire le point sur où est-ce qu'on en est, de voir aussi ce qu'on ne sait pas. Ça ne donnera pas forcément une réponse claire, mais ça permettra de faire un état des lieux de où on en est en termes de connaissances. De même pour transmettre une expertise à des personnes qui ont besoin de monter rapidement en expertise sur certains sujets. On en a terminé avec notre présentation. Pascal, je ne sais pas si tu souhaites compléter sur une chose. Pour moi, c'est bon. Tu as dit tout ce qu'on avait prévu de dire. Merci pour votre attention. Et puis François, du coup, on te laisse la main. Pour introduire la deuxième approche qu'on teste depuis, qu'on met en œuvre même depuis un certain temps à Arvalis, donc pour formaliser les connaissances à dire d'experts. Alors, il faut que je retrouve... voilà. J'en profite pour remercier du coup Anne-Laure et Pascal pour leur témoignage. Donc, alors... je suis désolé, j'ai un petit souci d'accès au fichier. Tu veux essayer, François, de projeter? Alors, attends, j'y suis arrivé sur le topo précédent. Je me dis que je vais pouvoir y arriver cette fois-ci aussi. Oui, voilà, ça charge. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui, ok. Donc, deuxième approche qu'on voulait partager avec vous et qu'on utilise pour formaliser les connaissances à dire d'experts, c'est une approche basée sur un type de modèle statistique particulier qui s'appelle les réseaux bayésiens. Et alors, on a intitulé ça DAG et réseau bayésien parce que pour faire un réseau bayésien, il faut commencer par faire un DAG. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DAG? Bon, un DAG, c'est un graphique. C'est en anglais, DAG, donc c'est Directed Acyclic Graph, donc un graphe acyclique orienté. Et en fait, c'est très simple. C'est ce graphique qui comporte deux éléments. Des variables, qu'on appelle aussi des nœuds, et puis des flèches qui connectent les variables. C'est tout ce qu'il y a dans un DAG. Alors, par exemple, voilà, un exemple de DAG très simplifié avec trois variables, la variable L, A et Y, et puis il y a des flèches entre ces variables. Il y a une flèche entre la variable L et A parce qu'on suppose que L a un effet sur A. Il y a une flèche de A vers Y parce qu'on suppose que A a un effet sur Y. Et puis il y a une flèche de L vers Y parce qu'on suppose qu'il y a un effet de L sur Y. Alors, ce schéma permet de définir des liens de parenté en fait, entre les variables. Donc on va dire que L est le parent de A. Donc A est l'enfant de L. Et puis L est le grand parent de Y. Et donc Y est le petit enfant de L. Et donc s'il y avait une quatrième variable intercalée entre L et Y, une variable B par exemple, eh bien L serait le grand parent de Y. Donc on définit des liens de parenté et on définit en fait des chemins entre les variables, des chemins qui définissent des effets directs ou indirects. Donc il y a une flèche
qui part de L et qui va directement vers Y, donc ça définit, ça représente un effet direct de L sur Y, et puis vous avez vu qu'il y a un chemin également qui va de L vers Y en passant par A. Donc ça permet de décrire un effet indirect de L sur Y via la variable A. Alors, dans un réseau bayésien, les variables peuvent être qualitatives, quantitatives ou un mélange des deux. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes, je vais mettre des noms derrière les lettres. Et donc, on va supposer ici que L, c'est une variable qui décrit si vous souffrez de maladie coronarienne ou pas. A, c'est une variable qui décrit si vous prenez de l'aspirine ou pas, et Y, c'est une variable qui décrit si vous souffrez d'un AVC ou pas, si vous êtes victime d'un AVC ou pas. Alors, on a mis une flèche de L vers Y parce qu'on sait que le fait de souffrir de maladie coronarienne augmente le risque d'AVC. On a mis une flèche de L vers A parce que les gens qui souffrent de maladie coronarienne, ils vont chez leur médecin, et puis leur médecin, il leur prescrit de l'aspirine. Donc les gens qui souffrent de maladie coronarienne ont une plus forte probabilité de consommer de l'aspirine que ceux qui ne souffrent pas de maladie coronarienne. Et puis il y a une flèche de A vers Y, parce qu'on sait que l'aspirine a un effet sur le risque d'AVC. Alors, ce qu'il faut que je précise peut-être tout de suite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec le discours que je viens de tenir, c'est que, en fait, derrière ces flèches, on indique juste qu'une variable a un effet sur une autre, on n'indique pas le sens de l'effet, enfin, ce qui sera positif ou négatif, on ne le voit pas, ça n'apparaît pas sur le graphique. N'apparaît pas non plus sur le graphique l'intensité de l'effet. Est-ce que l'effet sera faible ou fort, négatif, positif? En fait, ça ne se voit pas sur ce graphique-là. On représente uniquement les variables qu'on utilise pour décrire le fonctionnement d'un système, et puis les relations entre ces variables. Alors, je prends un deuxième exemple. Alors, c'est les mêmes lettres, mais derrière, ce n'est pas les mêmes variables. Donc, cette fois-ci, L, c'est une variable qui décrit si vous fumez ou pas. A, c'est une variable qui décrit si vous avez les doigts jaunes ou pas. Et Y, c'est une variable qui décrit si vous souffrez ou pas d'un cancer du poumon. Alors, il y a une flèche de L vers Y, parce qu'on sait on pense ou croit que fumer a un effet causal sur le risque de développer un cancer du poumon. Il y a une flèche de L vers A, parce que on sait que les fumeurs ont les doigts jaunis par la nicotine. Et par contre, il n'y a pas de flèche de A vers Y. Parce que ce n'est pas la couleur des doigts qui provoque le risque de cancer du poumon. Donc il n'y a pas de causalité entre A et Y. Donc il n'y a pas de flèche entre A et Y. Bon, cependant, si on observe des données, on va observer une association entre A et Y. Les gens qui ont les doigts jaunes ont plus de chances d'avoir un cancer des poumons que les autres. Et cette association, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas due au hasard de l'échantillonnage. Donc ça veut dire que si vous observez la population entière, que vous faites deux catégories, ceux qui ont les doigts jaunes, ceux qui n'ont pas les doigts jaunes, et ceux qui ont les doigts jaunes ont une plus forte probabilité de développer un cancer des poumons que ceux qui n'ont pas les doigts jaunes. Donc l'association, elle n'est pas causale, c'est une corrélation, mais la corrélation n'est pas fortuite. Donc ça veut dire qu'avoir une information sur A, apporte une information sur Y. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui a les doigts jaunes, vous allez peut-être vous dire, il y a peut-être des chances que lui, il souffre d'un cancer des poumons, parce que la couleur des doigts est informative sur le risque sur la variable Y. À tel point qu'on pourrait utiliser A pour prédire Y. Et ça marcherait plus ou moins bien, mais ça marcherait, au moins un petit peu. On n'a pas mis de flèche entre A et Y, parce que, donc vous l'avez compris, je pense, ce qu'on représente dans un DAG, ce sont les liens causaux, les effets causaux. Que les DAG sont supposés, bien sûr, représenter des relations de cause à effet entre les variables. Alors, donc, je me répète, mais donc ce graphique, ce DAG-là, il est qualitatif dans le sens
où il n'indique pas dans quel sens est l'effet, est-ce qu'il est positif, négatif, ni quelle sera l'intensité de l'effet. Et donc, pour compléter ce DAG, et pour que ça devienne un réseau bayésien, il faut spécifier ce qu'on appelle les lois conditionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans un réseau bayésien, les différentes variables sont considérées comme étant des variables aléatoires. Et pour décrire complètement une variable aléatoire, il faut décrire sa distribution de probabilité. Si on suppose que la variable suit une loi normale, il va falloir préciser quelle est sa moyenne et sa variance, parce qu'une loi normale, ça dépend de deux paramètres, une moyenne et une variance. Si on suppose qu'une variable suit une loi de Bernoulli, donc une loi de Bernoulli, c'est une distribution qui permet de décrire une variable qualitative binaire, comme le résultat d'un jet d'une pièce de monnaie. Une loi de Bernoulli, ça dépend d'un paramètre, qui est la probabilité d'avoir pile. Et donc, pour spécifier le réseau bayésien, il va falloir spécifier les distributions de probabilité des variables, et donc spécifier les paramètres associés à ces différentes distributions. Alors, on parle de loi conditionnelle. Alors, pour que ce soit très concret, on va supposer dans l'exemple des fumeurs que les variables sont qualitatives et binaires, ça sera plus simple. Donc, par exemple, L, c'est je fume ou je ne fume pas. A, c'est j'ai les doigts jaunes ou pas. Et Y, je souffre d'un cancer des poumons ou pas. Et donc, comme ce sont des variables binaires, donc A, c'est une variable binaire, on va la décrire par une loi de Bernoulli. Et donc, pour spécifier entièrement le modèle, il faut préciser la probabilité d'avoir les doigts jaunes. Bien sûr, la probabilité de ne pas avoir les doigts jaunes, c'est 1 moins la première. Donc, il n'y a qu'un seul paramètre à spécifier. Mais on parle de loi conditionnelle parce qu'en fait, la flèche qui va de L vers A nous indique que les paramètres de la distribution de la variable A dépendent de L. Donc, plus précisément, dépendent de la valeur de L. Alors, concrètement, comment ça peut se représenter? Quand je cherche à spécifier la loi de A, il faut que je précise la probabilité d'avoir les doigts jaunes et de ne pas avoir les doigts jaunes. Donc, bien sûr, la somme fait 1. Mais il faut que je précise ces probabilités pour chaque valeur de L. Donc, lorsque je suis fumeur et lorsque je ne suis pas fumeur. Dans ce cas-ci, on considère que si vous êtes fumeur, vous avez 63 chances sur 100 d'avoir les doigts jaunes et 37 chances sur 100 de ne pas avoir les doigts jaunes. Et si vous n'êtes pas fumeur, vous avez 2 chances sur 100 de ne pas avoir d'avoir les doigts jaunes, pardon, et donc 98 chances sur 100 de ne pas avoir les doigts jaunes. C'est ça qu'on appelle les lois conditionnelles. Donc chaque fois qu'une variable est l'enfant d'une ou de plusieurs autres variables, la distribution de probabilité qui décrit cette variable est conditionnelle aux variables parents. Et donc les valeurs des paramètres vont dépendre de ces variables parents. Vous avez le même petit tableau pour la variable Y, où on décrit la probabilité de souffrir d'un cancer du poumon. Et donc, il faut décrire ces probabilités pour chaque valeur de la variable L. Donc, si je suis fumeur, j'ai 35 chances sur 100 de souffrir d'un cancer du poumon, et donc 65 chances sur 100 de ne pas souffrir d'un cancer du poumon. Et si je ne suis pas fumeur, j'ai 5 chances sur 100 de souffrir d'un cancer du poumon. Alors, dans ces petits tableaux, vous avez des probabilités qui sont fixes. Ces probabilités, elles peuvent être estimées à partir d'un jeu de données, mais elles peuvent aussi provenir d'une connaissance experte. On peut demander à un médecin, si je suis fumeur, quelle est la probabilité de souffrir d'un cancer du poumon? Il va dire 35 chances sur 100. On peut aller un peu plus loin que ça et puis mettre en œuvre une élicitation probabiliste. Et le médecin, au lieu de dire 35 chances sur 100, il va fournir une distribution de probabilité pour ce paramètre-là, la probabilité de souffrir d'un cancer des poumons si je suis fumeur. Donc voilà pour cette présentation un petit peu théorique. Peut-être, oui, donc je m'arrête là et puis je te passe la main, donc Emmanuel, pour un témoignage. Tout à fait. Alors, François, dis-moi si c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc effectivement, je vais vous
donner un témoignage d'une mise en application d'un DAG sur une problématique qui est la problématique DON. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le déoxynivalenol, qui est une mycotoxine produite par un champignon. Et donc, juste vous rappeler un petit peu l'objectif. En fait, quand François a découvert cette méthode il y a une paire de mois, pas loin de quelques années, tout de suite, on s'est dit que ça vaudrait le coup de la tester déjà entre nous, peut-être de regarder un peu ce que ça vaut, de tester la faisabilité, les potentialités, sur un sujet pour lequel on avait un peu d'expertise. Donc, pour le coup, la problématique qu'on a choisie, c'est une problématique sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années. Donc, j'avais accumulé un peu d'expertise, on a des modèles associés aussi à cette problématique, et puis on a surtout des jeux de données assez intéressants. Donc, on avait un peu tout l'environnement adapté pour faire un test entre nous avant d'imaginer utiliser cette méthode de manière plus large au sein de l'Institut. Donc, juste vous rappeler quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet, de vous donner quelques éléments sur la problématique. Donc là, l'idée, c'était de travailler sur la prédiction du niveau de concentration d'une mycotoxine, qui est le déoxynivalenol, dans les grains de blé à la récolte, toxine produite par un champignon pathogène qui s'appelle Fusarium graminearum. Vous avez des petites photos d'images de symptômes, et puis le cycle du champignon, qui est un cycle assez classique, avec passage de l'hiver sous forme de périthèce sur des résidus, et puis maturation de ces périthèces, éjection des spores, qu'on va appeler l'inoculum, vous le verrez après dans la suite de l'exposé, qui viennent infecter les épis au moment de la floraison. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir production de DON et donc dégradation de la qualité sanitaire des grains qui vont être récoltés. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir construire un DAG sur ce champignon avec comme objectif de pouvoir prédire cette quantité de toxines. Donc la démarche qu'on a utilisée, on l'a fait en plusieurs phases. On a d'abord construit le schéma causal, le DAG, comme vous l'a présenté François. Ensuite, on a travaillé sur la quantification des relations entre chacune des variables, soit par expertise, soit avec des jeux de données qu'on avait à notre disposition. On a réalisé quelques simulations pour tester un peu, voir qu'est-ce que ça donnait, est-ce que les sorties nous parlaient, voilà, essayer d'expertiser un petit peu déjà la facilité de faire des simulations et puis la qualité des sorties. Comme on avait des données, on a pu faire une première évaluation des performances de ce premier modèle, basé uniquement sur de l'expertise. Et puis, en dernier point, on a combiné le DAG avec des données pour ajuster notre modèle, notre réseau bayésien au jeu de données. Et vous verrez un petit peu les résultats qu'on a obtenus à chacune de ces étapes. Donc, le premier DAG, je dis premier parce que ce n'est pas celui qu'on a gardé, voilà, vous l'avez représenté ici. Et donc, on a effectivement notre variable, la toute petite fille, comme dit François, celle qu'on cherche à prédire, qui est le DON. Et puis, on a les relations entre le DON et puis d'autres variables. Donc, la première, ça va être l'infection. Effectivement, une fois que le grain est infecté, on a production de DON. Donc, il y a un lien entre l'infection et la quantité de DON. Cette infection elle-même, elle est liée à la sensibilité de la variétale, au fait qu'il y ait eu ou non un traitement fongicide au moment de la floraison. Et puis, on a des variables climatiques qui vont aussi jouer sur ces différentes variables. Et puis après, on remonte de l'infection, pareil, l'infection est liée à la présence de spores aériennes dans l'air, elle-même liée à la pluie et au fait qu'il y ait une présence d'inoculum mature, donc c'est-à-dire, je reviens sur le cycle du champignon, des périthèces qui ont atteint leur maturité sur les résidus. Cette maturation des périthèces est elle-même liée à la présence d'un inoculum immature sur les périthèces et puis de conditions climatiques. Et puis tout en haut, on a cet inoculum immature qui est lié, on le sait pour cette problématique, au type de précédent et au travail du sol. Donc on a construit ce premier DAG, vraiment à dire d'experts, qui ressemble, pour ceux qui ont déjà fait des diagrammes relationnels, un peu à un modèle mécaniste, qui est un peu basé là-dessus. Et puis après, on a essayé de quantifier les liens entre les différentes variables. Donc, précédent travail du sol, on avait des infos sur les enquêtes pratiques culturales. Donc, on se met sur la ferme France, on regarde la répartition des différents précédents et différents travails du sol. Les variétés, pareil, on connaît chaque année, on a les surfaces des variétés, et donc on connaît les sensibilités des variétés à la fusariose des épis et au risque DON, et donc on regarde la surface de ces différentes sensibilités.
Et puis par contre, pour tout le reste, on n'a pas spécialement de données ou d'informations. Donc là, on est parti sur de l'expertise. Et je pense que ça va répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure. On a choisi des équations, des relations. On est vraiment sur du quantitatif, sur les relations là entre nos variables. Et donc, on a défini, à dire d'experts, des équations. Donc ça peut être une équation logistique, de Gompertz, etc., pour passer de l'inoculum immature à l'inoculum mature, de l'inoculum mature à l'inoculum aérien, etc., en intégrant nos facteurs climatiques. Et donc, on arrive à la fin à un DAG qui a 6 équations et surtout 18 paramètres. Et en fait, ce qu'on a élicité, ce que François a élicité, donc on n'a pas élicité au sens propre les distributions. Les distributions, c'est moi qui les ai choisies à dire d'experts, en faisant de la biblio, en allant regarder un petit peu tout ça et avec mes connaissances. Par contre, on a élicité les paramètres de ces équations. Ça a été un peu fastidieux, notamment François, tu pourras en témoigner. L'ajustement des paramètres a été très compliqué à faire. Et puis, au moment où on a voulu combiner le modèle et les données, on n'a jamais réussi à faire fonctionner notre réseau bayésien qui n'a pas voulu converger. Pourquoi ça s'est passé? Tout simplement parce qu'en voulant combiner données et modèles, on s'est aperçu que dans notre DAG, on avait énormément de variables cachées, c'est-à-dire de variables pour lesquelles on n'avait aucune information, aucune donnée. Et donc, ça nous a un peu heurté, c'est-à-dire que moi, dans la démarche, je m'étais mis vraiment dans une démarche en essayant de décortiquer, du coup, ces liens de cause à effet, et donc dans une démarche très mécaniste. Et le problème dans cette démarche mécaniste, en tout cas pour ce sujet-là, c'était le problème d'accès aux données. Et donc, l'impossibilité d'aller ajuster notre DAG avec les données. Donc, on a un petit peu revu notre copie. Et puis, cette fois-ci, on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça tout seul. On a invité des experts qui sont nommés ici. Et puis, on a retravaillé notre DAG, toujours dans le même objectif de prédire une quantité de toxines. Et là, vous verrez, on a eu une démarche qui finalement a été beaucoup plus pragmatique dans la définition des variables causales au sein de notre DAG. Donc, on a cette teneur en donne. Donc, déjà, d'entrée, on s'est dit, ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'être au-dessus ou en dessous de la limite réglementaire sur blé tendre, 1250. Et puis, qu'est-ce qui agit sur cette quantité ? On a imaginé 3 facteurs sur lesquels on avait pas mal de connaissances et d'informations. Là, on retrouve la sensibilité variétale, mise en 3 classes. On sait que quand il pleut autour de la floraison, et on a même des seuils, 3 seuils, on augmente, plus il pleut et plus le risque d'en augmente. Donc, on a 3 catégories de pluie. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait quand même notre inoculum présent dans la parcelle. Et donc, on a une variable qui s'appelle quantité d'ascospore mature au moment de la floraison. Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est fort? Mis en 2 classes. Donc là, c'est pareil, on a fait des choix de repasser en classe parce que finalement, on s'est aperçu que c'était plus simple, notamment pour la partie élicitation. Vous le voyez dans le petit tableau qui est présenté. En fait, il faut croiser l'intégralité des facteurs, puisque le DAG va prendre en compte les interactions entre ces 3 variables. Donc, on a croisé la sensibilité variétale, la pluie, est-ce qu'on a une quantité d'ascospore faible et fort? Et puis, à chaque combinaison, on élicite les experts sur la probabilité de dépasser la limite réglementaire ou de ne pas dépasser. Puis après, on fait 1 moins la différence, enfin 1 moins la valeur. Donc voilà, effectivement, passer en classe, ça facilite quand même grandement la partie élicitation. Par contre, plus on va avoir de classes, plus on va avoir aussi sur ce niveau de variables et plus on va avoir de combinaisons à éliciter et ça peut devenir très vite assez dense. Voilà, donc ensuite on continue à remonter puisqu'effectivement cette quantité d'ascospore mature, vous allez me dire mais comment on définit si elle est faible ou forte? Et donc pour ça, pareil, on a imaginé 2 variables causales qui vont jouer sur cette quantité d'ascospore mature en début de floraison. La première, c'est est-ce qu'on a la présence de l'inoculum potentiel qui est lié au précédent et au travail du sol, qui est mis en 4 classes, qui va jouer sur cette quantité. Et la deuxième, c'est est-ce qu'au début de floraison, on a des conditions climatiques qui permettent la maturité des ascospores. Donc, c'est-à-dire, est-ce que nos ascospores sont prêts à être éjectés dans l'air pour aller infecter les épis? Donc là, pareil, je vous ai parmi le petit tableau, on croise les 4 modalités précédentes travail du sol avec les 2 maturités ascospores, et puis on élicite chacune des catégories.
Et puis enfin, pour avoir vraiment un DAC complet et pour pouvoir faire des simulations globales, vous verrez comment, on a mis un effet région parce que tout simplement, on avait un certain nombre d'informations à cette échelle, à l'échelle régionale, notamment des régions administratives. Et je vous ai remis ici un petit peu comment on a fait jouer les régions. Donc par exemple, sur les sensibilités variétales, je l'évoquais tout à l'heure, on a pris des enquêtes de répartition variétale publiées par France Agrimaire. Et puis, pour chaque région, on sait quelles surfaces sont représentées par des variétés sensibles, par des variétés moyennement sensibles et par des variétés peu sensibles. Donc, on a la distribution pour chaque classe des surfaces, le poids relatif de chaque classe par région. Pareil pour le précédent travail du sol, on retombe sur nos enquêtes pratiques culturales qu'on a agrégées à cette échelle, la région administrative, et on connaît le poids du précédent blé non-labour dans telle région, par rapport au poids entre un maïs non-labour, par exemple. Voilà. Et puis pour les deux autres variables, la pluie à la floraison et la maturité des ascospores, là on est parti sur des cas types qu'on a définis pareil à l'échelle de la région. Donc un cas type, c'est quoi? C'est une date de semis, une variété, et puis une station météo. Et puis, on a calculé pour la pluie la moyenne décennale sur 10 ans, 2007-2017. Vous le verrez, ces 2 années sont importantes. Ces 2 années sont importantes parce que notre jeu de données après est sur les mêmes années. Donc, on a calculé une moyenne décennale de pluie par région pour approcher cette variable pluie-floraison. Et puis, pour la maturité des ascospores, on est parti aussi sur une variable climatique, agroclimatique, puisque c'est un cumul des températures moyennes supérieures à 12 entre milieux et floraison, avec un seuil qui fait que quand on dépasse 250 degrés jour, on a des ascospores qui sont matures, prêts à être éjectés. Donc, vous voyez que là, avec ce travail-là, on a réussi à qualifier l'intégralité des flèches. Et donc, on a un réseau bayésien qui est prêt à fonctionner avec à la fois de l'élicitation et à la fois des données qu'on a été chercher pour pouvoir quantifier les différentes variables. Et donc, on a pu réaliser les premières simulations. Donc, une fois qu'on a rempli tout le réseau bayésien, en fait, on peut, dans son intégralité, on peut faire des simulations sans toucher au système. Et donc, si on fait tourner le réseau bayésien, on peut avoir, du coup, une information sur toutes situations confondues qui sont bien sûr mises dans ce réseau. Là, le résultat, c'est qu'en moyenne, sur toutes ces situations, 21 fois sur 100, on dépasse la limite réglementaire de 1250. Donc, c'est un premier résultat. Et on peut aller plus loin, puisqu'on peut s'amuser à aller débrancher certaines flèches, je ne sais pas comment le dire autrement, en forçant par exemple la pluie. Donc, je me mets dans une situation où je veux savoir, dans toutes les situations où il pleut plus de 40 mm, toute chose, je touche à rien d'autre de mon DAG. Et là, dans ce cas-là, effectivement, j'ai en moyenne 29% de dépasser la limite réglementaire. Je peux faire la même chose sur la sensibilité variétale et de me positionner, de me dire, sur ma ferme France, si j'avais que des variétés sensibles, qu'est-ce qui se passe? J'aurais en moyenne 38% de dépassement des limites réglementaires, etc., etc. Là, vous avez un exemple si je me positionne uniquement en maïs non labour. Donc voilà une manière d'utiliser les DAG, c'est-à-dire de faire de la simulation qu'on va qualifier un petit peu de stratégique, c'est-à-dire je regarde un petit peu comment se comporte, je regarde le poids des différents facteurs. Et puis, je teste des hypothèses, je modifie, je joue sur des leviers pour voir comment ça déforme mon système et puis qu'est-ce que j'obtiens in fine en termes de résultats. Et puis, on a encore un dernier usage qui nous semble aussi extrêmement intéressant, toujours avec le même modèle, c'est de se mettre dans une situation plutôt tactique, dans un cas particulier. Là, on n'est plus toute situation confondue, on va forcer un certain nombre de variables. Donc, par exemple, je me positionne sur une parcelle, Premio, qui est semée EE, n'est-ce pas, le 10 octobre 2019, elle est en précédent maïs non labour, elle est sur le site de Boigneville, et donc j'ai toutes les informations qu'il me faut pour donc je connais la sensibilité variétale, avec la date de semis et la variété, je peux prédire une date de floraison, calculer la pluie sur cette date de floraison puisque je sais sur quel site je suis. J'ai le précédent travail du sol et je peux également calculer la maturité des ascospores grâce à ces informations. Donc, j'ai plus du tout besoin de cette information régionale puisque j'ai les informations sur les variables enfants
qui me permettent de m'affranchir de cette information régionale. Et donc, je peux faire tourner mon DAG dans cette situation très précise et obtenir un résultat qui est, dans ce cas précis, 72% de risque de dépasser la limite réglementaire quand on combine tous ces facteurs. Donc, ce premier test qu'on a réalisé avec François nous a semblé extrêmement prometteur parce que répondant à des usages différents, qu'ils soient tactiques ou stratégiques en fonction des questions qu'on se pose. Bon, néanmoins, ça reste un premier exercice qu'on a fait et on s'est évidemment posé la question de est-ce que notre DAG il représente bien la réalité, est-ce qu'on peut l'évaluer. Et pour ça, on a utilisé un jeu de données d'échantillons qui sont collectés chez les agriculteurs à la récolte sur 10 ans et sur lesquels on a mesuré des teneurs en donne et on a collecté un certain nombre d'informations sur les pratiques culturales. Donc, on avait tous les éléments qui allaient bien pour pouvoir faire tourner notre DAG sur ce jeu de données et comparer les sorties du DAG avec les teneurs en donne observées sur ces échantillons. Vous avez ici les résultats sur les 441 échantillons, enfin parcelles suivies, un taux de bien classé de 85%, donc on est plutôt satisfait, avec un taux de faux négatif à 7%, qui reste correct, par contre un taux de faux positif assez important, 67%. Donc les faux positifs, si vous le voyez, c'est 39 divisé par 58, si vous regardez le petit tableau de contingence qui est en dessous. Donc effectivement, un modèle qui semble très alarmiste, et c'est vrai quand on avait les 21% en moyenne Ferme France, bon, ça pouvait paraître quand même important, ne serait-ce que par expertise, on savait que c'était déjà important. Voilà, et puis pareil pour relativiser ces résultats, hein, si on prend un modèle naïf et qu'on dit on prédit systématiquement tout ce qui est inférieur à 1250, on a 80% de bien classés. Donc, ça permet quand même de relativiser les performances. Néanmoins, voilà, on s'aperçoit que ça reste sur un exercice fait sur quelques heures avec les collègues, quelque chose qui nous a semblé extrêmement intéressant à creuser. Et donc, pour aller au bout de la démarche, on a combiné, un peu comme tout à l'heure, les collègues le présentaient sur les licitations, là c'est sur le DAG, sur le réseau bayésien, on a combiné notre réseau à dire d'experts avec le jeu de données, le même jeu de données, 2007-2017. Et vous voyez que ça change quand même considérablement les résultats. Donc, on a le poids des données qui est du coup importante par rapport à l'expertise, donc plus précise, qui apporte plus de précision que l'expertise, puisqu'on arrive avec un risque final, toute situation confondue, à 8%, qui semble quand même plus réaliste que les premiers résultats. Et puis après, on peut s'amuser à regarder. Vous voyez, pour une variété sensible, on tombe à 16%, 12%, 27%. Donc voilà, après, on peut recontinuer le jeu de simulation. Du coup, voilà, l'ajustement de notre réseau bayésien avec les données donc a modifié quand même assez fortement les résultats, ce qui fait que c'est intéressant quand on a des données d'aller les confronter et de pouvoir les mettre confronter l'expertise avec ces données pour bien relativiser les choses. Voilà, donc pour conclure sur l'expérience vécue là, en ce que je disais, en quelques jours, je ne sais pas, mis bout à bout, alors François, tu démarrais sur les approches sur les réseaux bayésiens, donc le temps de se faire au logiciel, à la programmation spécifique de ce type de méthode, mais on a estimé à tous les deux avoir passé peut-être 2-3 jours pour plus le temps des quelques experts qu'on a mobilisés pour avoir un modèle somme toute opérationnel, puisqu'il nous permettait de réaliser des simulations. Par contre, vous voyez dans la démarche, pour avoir ce modèle opérationnel, on a dû faire des compromis. C'est-à-dire que le premier modèle qui, sur le papier, était peut-être ou intellectuellement le plus satisfaisant, finalement, on n'a pas réussi à aller au bout parce que, là, dans ce cas-là, on avait beaucoup de variables cachées, on s'était mis en quantitatif surtout. Besoin d'expertise, beaucoup. Donc, du coup, finalement, en se mettant plusieurs autour de la table, ça nous a permis de réfléchir différemment, de faire des compromis, de choisir certaines variables et d'en retirer d'autres. Donc, on ne dit pas que notre DAG est complètement exhaustif. Il y a sûrement des variables causales qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiées, donc de fait qu'on n'a pas mis dans notre DAG. Mais voilà, on voulait juste montrer qu'en quelques jours, on pouvait arriver à avoir un modèle qui permette de faire des simulations, de tester des hypothèses et de travailler. Je l'ai redit, les usages qui nous semblent vraiment, en termes de méthode, intéressantes, donc en plus de mettre des experts autour de la table, de formaliser les connaissances,
formaliser de la causalité. Ce qui est intéressant, c'est aussi sur les usages. Les usages, on l'a vu, ils sont multiples. Avec un seul modèle, on peut arriver à faire à la fois du tactique, c'est-à-dire sur une situation donnée, une année donnée, et puis du stratégique sur des territoires, à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle de plusieurs années. Voilà. Et puis, bon, le dernier point qui nous a semblé intéressant, et c'est pour ça qu'on a été jusqu'au bout, c'est, vous voyez, quand même l'effet d'avoir ajusté avec des données. Ça peut modifier fortement les sorties, et ce, d'autant plus que l'expertise est incertaine. Voilà, donc dans cette présentation, on vous montre bien là la combinaison entre l'élicitation d'experts et puis cette élicitation mise dans un modèle plus global que sont les réseaux bayésiens et l'intérêt qu'il nous semble que ça peut avoir dans nos métiers, puisqu'on peut combiner effectivement différentes sources d'informations. Et je n'ai pas trop cité les modèles, mais on aurait pu imaginer qu'une variable aussi intervienne avec une sortie d'un modèle. Voilà. Comment je pouvais témoigner. Je ne sais pas, François, si tu as des compléments ou des ajustements à faire sur ma présentation. Ah non, pas du tout. Peut-être un petit complément, parce que je ne pense pas l'avoir dit très clairement, mais quand on fait un réseau bayésien, l'expertise intervient à différents niveaux, dans le choix des variables, dans les relations entre variables, et puis dans les valeurs des paramètres. L'élicitation probabiliste ne porte que sur les valeurs des paramètres. Le réseau bayésien permet de formaliser une expertise plus globale sur le fonctionnement d'un système. Voilà.